condamnons. Je suis fier d'être béninois. C'est ainsi que Patrice Talon a fini son message sur l'état de la nation ce matin face aux députés. Après 40 minutes d'un discours, a présenté le bilan de son action sociale, économique, culturelle et politique, voire géopolitique en 2023. Est-ce à ce sentiment de fierté que le président de la République veut, est-ce que c'est à ce sentiment qu'il veut appeler ses compatriotes sur la situation actuelle de leur pays, même si, comme il le reconnaît lui-même, bien de chantiers de développement ont été contrarier et susciter des désagréments, voire donc sans doute des impatiences ou frustrations. Eh bien, c'est à une analyse de la forme et du fond de ce discours sur l'état de la nation que nous allons nous adonner sur ce plateau ce soir. Et pour le passer au crible de ce discours, j'ai reçu ce plateau des acteurs politiques. L'un dans le camp critique par définition sur l'offre gouvernementale, Talon. J'ai nommé ici sur ce plateau le député du parti Les Démocrates, Habib Worokoubou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dans le camp gouvernemental, j'ai le député Orden Aladatine du parti Union progressiste, Le Renouveau. Bonsoir. Bonsoir. Un acteur social représenté par Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour nous aider à saisir l'esprit de certaines séquences qui soulèvent déjà critiques et polémiques, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngouédi, est ici pour faire de la pédagogie du texte dans la forme et dans le fond, pourquoi pas. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté cet exercice. On va commencer par une question inaugurale. Je l'ai indiqué, on va faire de la maïeutique autour de ce discours. La forme et le fond. Commençons volontiers par la forme, on l'évacue, parce que là aussi, déjà tout de suite, la forme a suscité quelques critiques. Est-ce que ce discours est fidèle à l'esprit de l'exercice? Message sur l'état de la nation. J'ai le regard tourné vers vous, mais je préfère faire réagir les démocrates. D'abord, pour commencer, est-ce que la forme du discours correspond effectivement au modèle de l'exercice de présentation de la situation du pays, de l'état de la nation, tel que le gouvernement l'a géré jusque-là, en tout cas en 2023? Merci, monsieur Ozias. Je crois que vous l'avez déjà dit, du point de vue de la forme, on s'attendait quand même à un bilan d'exercice de la part du gouvernement pour présenter un peu la situation du Bénin au jour d'aujourd'hui, après avoir donc exécuté un budget sur toute une année. Alors, malheureusement, ce que nous avons constaté, on n'a pas eu droit véritablement à ça. On a eu droit plutôt à un discours programme qui projette encore un certain nombre de choses sur l'avenir. Et c'est là que nous avons été obligés donc de rester sur notre faim par rapport donc à la question du discours véritablement sur l'état de la nation. Ça, j'ose le dire. Noël Chadaré, est-ce que vous avez eu le sentiment que ce discours était plus programmatique, un discours à perspective plutôt qu'un discours bilan? Mais je vous remercie. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ce que je peux vous dire, parce que votre question portait sur la forme. Tout à fait. Et la forme, si je dois l'apprécier, je dois dire que j'ai vu un chef d'État, n'est-ce pas, qui a la posture qu'il doit avoir conforme, qui est conforme à, n'est-ce pas, un chef d'État qui est devant les représentants du peuple. J'ai vu, n'est-ce pas, un chef d'État qui s'est exprimé avec une certaine solennité. Solennité, le ton solennel. Et donc, tout cela montre bien que tout cela est conforme, n'est-ce pas, à l'exercice auquel, n'est-ce pas, il devrait s'atteler. Et je crois que dans l'ensemble, dans la forme, je n'ai pas grand-chose à dire et à redire sur son discours. Je trouve que la forme, mais c'est une forme convenable pour, n'est-ce pas, l'événement, parce qu'il s'agit là d'un événement. Voilà. Honorable Orden Aladatine, comment avez-vous trouvé ce discours? Vers la fin, il traçait quelques perspectives d'avenir, incitait les Béninois à ne pas désespérer. Ce ne sont pas les désagréments qui doivent nous amener à douter, a-t-il dit dans son discours. Et par moments, il envoyait quelques pics à l'ancien président. Comment l'avez-vous trouvé? Sur ce plateau ce matin, un représentant des démocrates ravalait ses observations, ses pics à du sarcasme. Quand moi, je tenais ça pour de l'humour. Comment avez-vous apprécié cela, cet exercice? La surprise du discours était ce dont vous parlez là, parce que le chef de l'État
ne nous a pas habitués à cela. Même si nous, de la mouvance, nous avons souvent été demandeurs de cela. Voilà. Voilà, on a été la preuve que nous avons applaudi. Voilà, nous avons été demandeurs de ça parce que quand vous voyez un gouvernement à l'heure et que en face, c'est une peinture en noir que vous avez tout le temps, il faut que le chef qui est en action, parfois aussi, puisse regarder dans le rétroviseur. Et il a si bien fait. Non, sur l'état de la nation, je crois que c'est ce qui est fait. Un état des lieux, sur ce qui est en cours, ça a été, et puis il a tracé des perspectives et nous a projeté jusqu'en 2060. On ne pourrait pas attendre autre chose donc du chef de l'État. Il a abordé les grandes réformes, donc les grands chantiers qui nous engagent. Il est parti même de la situation internationale parce que... On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Bon, voilà. On va revenir sur donc, le fond. Mais je pense que je ne m'attendais pas à autre chose. J'avais souhaité... Une belle synthèse. Il y a eu tellement de choses qu'on se demande mais en combien de minutes le ferait. Donc ça a été très synthétisé. Il a tenu en 40 minutes. En 40 minutes. Et puis voilà. Ouais. J'avais souhaité qu'on évacue la question de la forme parce que c'est pas une question anodine non plus parce que cela a suscité des réactions sur les réseaux. Le propos de sarcasme pour qualifier les saillies du président Talon à l'endroit, il faut dire les choses vis-à-vis de son prédécesseur. Il ne nous a pas habitués à ça. Le député Ordin Ladatien l'a dit, c'est fait à dessein. C'était quoi le but? D'abord, je crois que pour tous ceux qui ont lu l'article 72 de la Constitution, ils ne devraient pas s'attendre à un discours bilan en cette occasion-ci. La Constitution parle de messages sur l'état de la nation. Et je crois qu'à la différence notoire de tous ses prédécesseurs, le président Patrice Talon a toujours fait de cet exercice un moment de présentation de l'état de la nation, moins que de bilan de son action. Même si, il faut l'admettre, pareil exercice ne saurait s'exonérer totalement de quelques gestes de réalisation, de bilan ou de projection. C'est ça qui est normal. Comment on peut saisir justement quelle nuance faut-il tirer entre la présentation de la situation, la météo économique, enfin bref, multisectorielle, oui, mais, Monsieur Sounoubou, puis le bilan de cette année de son action. Le constituant de 90, comme celui qui a procédé à la révision en novembre 2019, ils savent très bien que devant l'Assemblée nationale, s'il faut faire un bilan de la mise en œuvre du budget de l'État sur une année, plusieurs heures ne suffiraient pas. Et c'est pour ça qu'il y a des lois de règlement qui rendent compte à l'Assemblée nationale de l'exécution du budget de l'État sur l'année. Par contre, vous avez vu le président Talon, à la fin de son premier quinquennat, il a fait le tour du pays pour faire une reddition de comptes. Ça, c'est un bilan, ça. Directement aux populations. Et devant l'Assemblée nationale, est-ce qu'il faut aller ennuyer les députés en prenant 3 heures, 5 heures de temps pour décliner tout ce qui a été fait? On aurait même fait un bilan qu'à tous égards, il apparaîtrait comme non exhaustif parce que dans tous les domaines, vous n'aurez jamais la latitude de restituer tout ce qui a été fait. C'est pour ça qu'il faut davantage mettre l'accent sur la dynamique. Et quand il parle de ce nouvel état d'esprit, vous le connaissez, l'expression maintenant, M. Sounoubou, quand il parle de ce nouvel état d'esprit, ça rentre justement dans l'état de la nation. Comment est-ce que les Béninois se sentent désormais? Comment ils abordent le monde? Comment ils abordent le quotidien? Avec quels sentiments vont-ils à l'avant du monde? Avec optimisme, avec détermination, avec la volonté de réussir, de faire de grandes choses, de plus en plus. Le président Talon, il l'a fait. Et puis, non, moi je ne crois pas qu'il avait à adresser des pics à quelqu'un. Il a juste fait un état des lieux qui nous a amenés dans une comparaison avec ce qu'il se faisait et sans autre, vous avez dit comparaison, sans autre souci de polémique. Comparaison parce que c'est objectif. C'est objectif. Je dirais même que c'est scientifique. Quand il évoque les microcrédits aux plus pauvres, personne n'a oublié, et surtout pas mon ami et monsieur le député Orokubo, qu'il y a quelque temps encore, les bénéficiaires devraient être séchés au soleil du matin au soir. Si vous êtes à Tchaourou en train d'attendre les microcrédits, ou si vous êtes à Adjara en train d'attendre, ou à Bomé, vous allez attendre, on va vous mobiliser à partir de 9h, 10h, et puis vos bienfaiteurs vont se présenter à 17h. Mais en temps, vous avez été obligé de prendre une partie de vos prêts pour acheter les uniformes, mettre les paraboliques sur la tête et applaudir d'hypothétiques bienfaiteurs. Aujourd'hui,
cela se passe directement sur vos téléphones. Et on vous fait l'économie de ces désagréments. C'est de ça que parle le président. On avait oublié ça. Ah, vous l'avez oublié, mais justement, tout le monde l'a oublié. On a souvent tendance à oublier trop facilement nos impérities et d'où nous sommes partis, il essaie de temps en temps de montrer à ceux qui considèrent que rien ne va ou que tout est si dur, de leur montrer qu'on a laissé le pire et qu'on est en train de passer du moins bon vers le bon. Mais enfin, bien sûr, je vous adresse la parole, certaines voix critiques ont estimé qu'il est sorti un peu de son naturel, plutôt combatif, qui considère qu'il n'a pas passé son temps à critiquer l'action passée. Mais voilà. Je crois que de vue forme telle que vous l'avez dit, il y a un aspect qu'il est important d'évoquer. Je crois que le président présentait une certaine autosuffisance qui ne dit pas son nom. Et je vous voulez parler d'autosatisfaction? Autosatisfaction. Oui, autosatisfaction. Bien sûr. Une autosatisfaction. Ne vous inquiétez pas. Non. Il est toujours dans je voudrais revenir sur l'aspect. Je voudrais revenir sur l'aspect que vous avez évoqué, à savoir le microcrédit où les gens étaient obligés, on est obligé d'aller sécher. Il y a une spectacularisation un peu de l'action publique. Exactement. Alors tel qu'il le présente, je crois que c'est un peu de la démesure. On n'a pas besoin de présenter les choses de cette façon. Et ça me permet de voir en même temps la façon dont on a présenté aujourd'hui le microcrédit comme le Bénin est le meilleur dans la sous-région. Il est le premier au niveau de l'IEMOA, comme si on ne l'avait jamais fait. Comme si ça n'a jamais existé. Comme s'il y a une particularité qu'on a apportée par rapport à ce qui existait déjà. Aucune. C'est la dématérialisation. Et les femmes ne souffrent pas pour avoir ça. La dématérialisation n'apporte pas un plus particulier par rapport à ça. Du temps aux femmes, elle le fait gagner en dignité parce que vous les chosifiez avant. Non, je suis désolé. On va revenir sur le fond. Je suis désolé. Il ne faut pas voir les choses dans ce sens-là. C'est ça la réalité. Il faut accepter que c'était ça votre réalité et c'est ça que nous corrigeons au profit de nos femmes, on va revenir. Les réalités de cette époque ne sont pas les mêmes. Mais vous les assumez quand même. Vous les assumez ces réalités-là. Non, il faut l'assumer. On va revenir sur la forme. Ça veut dire que ce que nous constatons aujourd'hui, si nous évoluons avec la dématérialisation, on l'aurait fait nous aussi. Pourquoi vous pensez qu'on ne pourrait pas le faire? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Très bien, donc dans un contexte où vous aviez chanté le Bénin numérique sans résultat. A priori, vous avez promis ça. Vous avez déjà les résultats aujourd'hui? Ah ben bien sûr, vous en profitez, non? Non, pas du tout. Oh là là. Je n'en ai pas encore. Alors, monsieur, honorable, je vous sers le titre honorifique. En fait, vous considérez que le chef d'État n'a pas à se targuer d'avoir réalisé des performances extraordinaires en élevant le niveau des crédits et en dématérialisant, comme l'a indiqué le porte-parole, justement le processus d'attribution. Mais enfin, il a voulu... Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai vécu comme un moment de petit humour, d'amusement. Vous avez ressenti ça comme un choc quand il faisait la comparaison? Non, pas vraiment. Pour être sérieux, moi je ne l'ai pas vécu comme un sarcasme, non. C'est rare de le voir faire dans cette posture. Et je l'ai vu sourire, très heureux de le dire. Et quand je voyais sa posture lors de la rencontre avec le président Boni Yayi, avec son style grand frère, j'ai revu ça en même temps. Moi, je n'en fais pas. Mais l'interprétation que plutôt que le porte-parole en fait. Moi, ça me met hors de moi-même. Oui, pas celui du président. Mais c'est la réalité? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je remarque sur ce plateau que ce sujet vous met hors de vous, mais avec le sourire, c'est tant mieux. Oui. Au moins, il a concédé tout à l'heure qu'il assume le bilan qui a été le leur dans le secteur. C'est tant mieux. C'est suffisant. On va aller dans le fond. On va aller dans le fond parce que c'est réellement ce qui est très important, ce qui met en perspective et donne la pertinence à l'exercice, même s'il ne prend pas la lutte d'un bilan global de toute l'action gouvernementale. Mais enfin, l'État présenter la situation du pays, c'est dire comment on avance, les difficultés qu'on rencontre et les effets induits qu'on perçoit soi-même, d'accord, induits pour voir si il y a lieu d'améliorer l'offre de gouvernement. Alors, le chef d'État, il a commencé par présenter l'action, la position du Bénin sur les questions géopolitiques. Il a commencé par les situations de crise au Proche-Orient et puis la manière dont la diplomatie béninoise évolue par rapport à la situation du Niger. On va l'écouter, on va opiner là-dessus. Autant
nous condamnons l'attaque du Hamas en date du 7 octobre 2023, autant nous condamnons la disproportion de la riposte israélienne et appelons à l'arrêt des hostilités afin que les drames d'aujourd'hui ne fassent le lit à une insécurité plus globale, à transmission transgénérationnelle. En tout cas, au Bénin, nous voulons d'un monde débarrassé des guerres et du terrorisme. Nous croyons à la coexistence pacifique des nations et des peuples. C'est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd'hui notre volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. La prise de pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. Nous l'avons fait en exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays, mais aussi en étant alignés avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu'avec la communauté internationale. Il est clair, cependant, que le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Mais prendre acte requiert que nos interlocuteurs jouent leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la communauté internationale. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est dire que la balle est bien dans le camp des autorités de fait qui doivent donner des gages de leur volonté de discuter et d'entendre aussi les préoccupations légitimes de la communauté à laquelle leur pays appartient. Autrement, ce serait un blanc-seing donné à quiconque voudrait, par les armes, déstabiliser nos États et remettre en cause la démocratie. Or, nous avons plus que jamais besoin, au regard de la situation dans le monde, que dans nos pays, le pouvoir d'État soit de plus en plus stable pour mettre fin à la marginalisation du continent. Autant par rapport à la diplomatie, la doxa diplomatique du Bénin, autant Patrice Talon défend une neutralité, voire une position modérée dans les crises, les soubresauts meurtriers entre les nations à l'international avec leurs soubresauts, leurs contre-coups subis. Mais en même temps, sur la crise du Niger, en tout cas, sur les processus d'arrêt démocratique, il manie une certaine flexibilité avec une position intransigeante. Est-ce que par rapport au Niger, voilà, on a évolué vers un peu plus de diplomatie conciliante? C'est pour voir la question? Oui, parce que là, on a des éléments de langage que vous allez nous décrypter. D'abord, je crois que la diplomatie a toujours été présente depuis le 26 juillet 2023. Sinon, peut-être que la situation actuelle ne serait pas celle qui prévaudrait. Ce que dit le président Talon aujourd'hui, c'est avec beaucoup de réalisme de constater que le temps passant, la situation s'éternise, les souffrances des populations sont toujours d'actualité au regard des sanctions qui ont été imposées par la communauté. La question que vous auriez pu vous poser, c'était de savoir si, au regard de ce qu'il dit là, est-ce que le Bénin se démarque de la CEDEAO et autres? Et à la vérité, c'est non. Parce que vous voyez très bien l'ouverture qu'il fait, mais il ramène toujours tout à la communauté. Quand il dit que les autorités de fait doivent se faire clair quant à leurs intentions pour rassurer les responsables de la communauté à laquelle le pays appartient aussi, c'est le message fort qu'il est dans. Donc oui pour l'accomplissement, oui pour la prise d'acte éventuellement demain, mais montrez-nous
ce que vous allez faire, parce qu'il ne s'agit pas, comme il le dit, de délivrer un blanc-seing. Vous donnez un chèque à blanc et puis les bénéficiaires remplissent comme ils veulent, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous venez à la table, vous nous dites ce que vous attendez de nous, ce que vous comptez faire, on s'entend là-dessus. Bon, à partir de ce moment-là, la communauté va évoluer. Et je suis convaincu que quand il le dit là, c'est forcément parce qu'il s'en est déjà ouvert à ses pairs de la communauté ouest-africaine. Donc le Bénin ne fait pas cavalier seul. Mais il y a aussi un message important dans ce qu'il dit. Les coups d'État, tout démocrate convaincu devrait les condamner. Et il me semble qu'il y en a ici qui, tout en étant démocrates nominalement, n'ont pas condamné ce qui s'est passé au Niger. Bien au contraire. Ils s'en sont réjouis. Suivez mon regard. Ils vont vous répondre. Suivez mon regard. Et j'espère que leur regard ne croise pas le mien pour contester. Autrement, j'apporterai davantage d'éléments pour les contredire. Il a la liberté de sa réponse. Honorable Worokoubou. Je viens à vous. Merci, M. Ozias. Et je voudrais donc rectifier tout de suite qu'à aucun moment, les démocrates que nous sommes, nous n'avons applaudi ce coup d'État. Nous avons condamné ce coup d'État. Non. Nous avons condamné ce coup d'État, mais nous n'avons pas été d'accord sur les dispositions qui ont été prises, les sanctions qui ont été prises par rapport à ces pays. Nous avons demandé à la communauté internationale d'être un peu clairvoyant par rapport à la situation qui se pose. Nous avons condamné. On a fait des communiqués, on a tenu des conférences de presse. Pour condamner. Ce que nous avons dit, nous leur avons demandé, vous permettez, très audible. Nous avons dit que, au lieu de s'attaquer aux conséquences des coups d'État, il vaut mieux s'attaquer aux causes. Lorsque vous vous attaquez aux conséquences, pour laisser les causes, vous ne réglez pas le problème. C'est notre position. Parce que nous pensons que c'est des dénis de démocratie qui engendrent les coups d'État que nous voyons. Vous avez vu le cas du Niger? Quelles étaient les causes? J'ai dit les dénis de démocratie. Non, au Niger, quelles étaient les causes du coup d'État? Je ne suis pas venu pour répondre à ces genres d'interrogations. Mais je suis en train de parler là. J'ai dit dénis de démocratie, allez-y voir ce qu'il y a dedans. L'honorable développer son idée. Merci. Donc, lorsque vous faites des démocraties à la manière dont on le fait, où on exclut presque tous les autres, et on s'accapare le pouvoir seul, attendez-vous à ce que, à un moment donné, on vous boute de là. C'est ce qui s'est passé. Lorsque vous regardez les trois pays, le Burkina, le Mali, le Niger, voyez-vous, c'est presque les mêmes phénomènes qui se sont produits. C'est faux. Non, je vous comprends. Si on revient l'idéal aurait été que les présidents qui ont été bazoumés, comme le dirait l'autre, je ne veux pas les répéter, qu'ils aient le soutien de leur peuple. Monsieur Sonovo. Puisque la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Lorsque, dans cette circonstance-là, le peuple applaudit, ça pose un problème. Alors que c'est le peuple qui doit être le premier rempart de l'homme d'État. Mais là, ce n'était pas le cas. Alors, quand vous évoquez les éléments de contexte et donc de causalité de ces coups d'arrêt démocratiques, il a été établi, et c'est de notoriété, que ce ne sont pas les mêmes causes, un peu dans les autres pays, Burkina, Guinée et autres, qui ont produit les mêmes effets, les mêmes putsch au Niger. Et on peut comprendre que vous appeliez à régler les problèmes à la racine, mais on doit faire attention dans la nuance, dans l'analyse des contextes et des situations. Monsieur Sonovo, vous permettez juste de rappeler, pour le contexte dont il parle, qu'en dehors de la Guinée, où il y a eu une révision constitutionnelle pour permettre au président Condé de s'octroyer un troisième mandat, au Burkina comme au Mali, les présidents en exercice venaient de gagner un nouveau mandat démocratique, élu par leur peuple. Au Niger, le président Bazoum était élu 2 ans plus tôt et il n'y avait aucune crise, ni institutionnelle, ni politique, visible au Niger. Donc c'est pour ça que vous devez être cohérent en circonscrivant votre appréciation de la situation et en ne donnant pas dans la satisfaction parce que un certain peuple serait sorti applaudi. J'ai donné l'exemple ici que si vous faites une élection aujourd'hui et que je l'emporte sur vous à 80%, et que demain un illuminé prend les armes pour me déposer, les 20% qui auraient voté pour vous vont descendre dans la rue pour applaudir et vous allez penser que c'est un coup d'État populaire. Je regrette que mon ami Mbegui prenne la chose de cette façon. Je crois que cette analyse que vous faites, c'est trop superficiel. Il faut aller plus en profondeur. Savez-vous que c'est ce président Bazoum-là qui a dit dans son propre pays que les terroristes étaient plus forts que l'armée.
que lui dirige. C'est lié, mon ami. C'est lié, mon chef. Nous sommes dans une situation géopolitique qu'il ne faut pas oublier. Les démocrates ont été interpellés par le porte-parole. Oui, c'est très important. Nous sommes dans une situation géopolitique qu'il ne faut pas occulter. C'est très important. Si vous ne liez pas tout ça et vous pensez qu'il a gagné les élections, oh là, mais je suis désolé, s'il avait gagné les élections de cette façon-là, alors là, il aurait été soutenu par son peuple lorsque cela s'est passé. S'il n'a pas été soutenu, ça veut dire qu'en gagnant les élections, c'est lui qui sait comment il a gagné ces élections. Ce n'est pas ce peuple-là qui avait voté pour lui. On prend acte de votre appréciation de la démocratie. Franchement, je suis désolé, il faut que la démocratie soit une bonne démocratie. Une démocratie transparente, équitable, juste, inclusive. On va faire cheminer la parole par l'honorable Ordena Aladati. Nous souffrons un peu là. Vous allez réagir. Non, moi je pense qu'il faut revenir aux principes. Quand vous avez suivi le chef de l'État, il a été cohérent dans les principes. Il n'est pas parti de la situation à l'Extrême-Orient. Il a parlé de la guerre Russie-Ukraine. Et la position de principe du Bénin a été très claire. Que les questions politiques du monde ne doivent pas être réglées par la force. Et moi, je l'ai suivi sur LCI. Lorsque le journaliste a voulu lui faire prendre position dans la crise, il a esquivé, il a dit non, qu'il n'est pas là, qu'il ne peut pas dire qui a tort, qui a raison. Qu'il marque une position de principe. Et la position de principe, vous l'avez retrouvée dans la crise avec le Niger. Une position de principe. Et nous l'avons écouté. Il a dit, il y a le temps des principes, l'affirmation des choses, des condamnations, qu'il faut évaluer, faire le point. Et puis alors, tirer les leçons. Il a parlé donc des dirigeants de fait. Il a dit tout ça. Donc il faut tenir aux principes. Et c'est de ce point de vue que je suis d'accord avec le porte-parole que jamais les démocrates n'ont manifesté et n'ont marqué cette position de principe. Le débat qu'il pose, c'est un débat récurrent. Et les pays qu'il indexent là, la démocratie est restaurée là. Il faut savoir de quoi nous parlons. Vous savez la démocratie au Mali? Vous savez la démocratie au Burkina? Ou c'est la démocratie qui est au Niger? Et quand vous voyez les préoccupations ou bien les alibis qui sont projetés, qui sont portés par les auteurs des coups d'État, c'est les questions que le Bénin a commencé par régler. Ce sont les questions mal réglées dans ces pays qui ont abouti à ça. Donc ce n'est pas une quête de démocratie et tout. Au contraire, vous allez dans ces pays, il y a un discours très fort contre la démocratie dans ces pays, aujourd'hui même. Ceux-là qui soutiennent les jeunes au pouvoir là-bas ne disent pas démocratie. Ils disent que la démocratie n'arrange pas le continent et que n'arrange plus le continent. C'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire que la façon dont... S'il vous plaît, non, ne me répondez pas. Ne me répondez pas. Ne me répondez pas. Ça veut dire que nos populations ont des exigences. Ce sont des exigences redondantes qu'il faut savoir régler. Et c'est à ces questions. Vous allez au Mali, vous allez au Niger, vous allez au Burkina Faso. La question de l'insécurité. Il n'y a pas eu de réponse cohérente face à cette question dans le passé. Il n'y en a pas eu. Le Bénin, a des résultats. Et donc les résultats sont là, et les actions sont là, et très fortes. Les questions de malgouvernance généralisée ont gangréné tous ces pays, et les populations n'avaient plus d'ici. Il ne faut pas laisser ça se faire. Ce sont ces questions mal réglées qui poussent aux situations que nous avons eues. Au Burkina Faso, autant au bilan, autant il faut faire attention. Donc il faut faire les réformes. Il faut le faire. C'est-à-dire que ceux qui combattent les réformes et qui après disent, c'est le livre, c'est pourquoi moi je demande aux gens, mais que voulons-nous en définitive? Les problèmes qui nous enchaînent, on refuse de les solutionner dans la rigueur. Et puis voilà. Donc, en résumé, autant on peut reconnaître que par endroits, des dénis ou les défis de gestion démocratique du pouvoir peuvent amener à des révoltes, y compris par le putsch, des coups d'arrêt, y compris par le putsch. Autant il faut reconnaître, comme le fait remarquer l'analyse, l'honorable Ordena Aladati, que des déficits de gouvernance globale et de réponse de l'action publique aux aspirations, aux attentes des peuples, peuvent amener à des coups d'arrêt. Mais lorsque ça survient, il faut faire attention à ne pas applaudir justement ces modes de transmission du pouvoir ou d'acquisition du pouvoir. Oui, moi je crois que le pouvoir, c'est dans les urnes. C'est dans les urnes. C'est pas au bout du fusil. Je pense que quand ça s'est passé... Oui, nous avons la confédération qui est la mienne à condamner cela fermement.
Il a invité le pouvoir du président Talon à revoir un peu sa position, parce que tout à l'heure j'ai écouté dans son discours. Pourquoi vous avez éprouvé le besoin de l'amener à cette sorte de flexibilité dans la gestion de la crise nigérienne? Parce que nous avons des liens avec le Niger. Vous voyez, c'est le Niger un peu, le port de Cotonou, c'est un peu le port du Niger. Et donc, il y avait un prix économique et humain lourd à payer. Et la souffrance des populations du Niger par rapport à cette situation. Parce que tout à l'heure, le chef d'État a dit que l'objectif n'est pas de faire souffrir les populations, mais la conséquence, la réalité. Dans la pratique, c'est les populations qui souffrent. Et donc, nous, on pense qu'il faut faire un effort pour ouvrir les frontières, parce que les populations souffrent. Et c'est aussi ça, il y a des manques à gagner pour notre pays, autant pour notre pays que pour le Niger. Il y a les populations ont des liens. Il y a par-delà les frontières, c'est des liens séculaires, n'est-ce pas? Donc, sur ce point-là, je pense que j'ai apprécié que, enfin, il y a de la flexibilité et que flexibilité en phase avec la position de l'UEMOA, c'est bien cela. De la CEDEAO. De la CEDEAO plutôt, c'est bien cela. De l'autre côté, ce qui concerne le Hamas n'est-ce pas, et l'Israël. Moi, j'ai trouvé que le chef d'État est modéré, a mis un peu les deux sur le même pied d'égalité. Or, certes, il n'a pas été disproportionné, mais ce qui se passe au Hamas, c'est un crime. C'est un crime. C'est un génocide qui ne dit pas son nom. Toutes les populations du Hamas ne sont pas, toutes les populations de Gaza, toutes les populations de Gaza ne sont pas Hamas. Mais tout se passe comme s'ils sont des soldats du Hamas. Il faut des terroristes, il faut les écraser, il faut les tuer. On ne fait plus de distinction. Vous voyez les bébés et les enfants qui meurent. C'est un génocide. Et la communauté internationale se tait par rapport à ça. Et juste du bout des lèvres, on dénonce, on invite, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait cessez le feu. Mais la réalité, c'est que nous sommes impuissants. De ce point de vue, par rapport à ça, ce qui n'est pas normal. Il semble de bon aloi qu'on reconnaisse quand même au chef de l'État d'avoir souligné la disproportion de la réaction d'Israël suite aux attaques terroristes. Monsieur le porte-parole du gouvernement. Je pense que vous faites une très bonne lecture. Surtout qu'il appelle par ailleurs la communauté internationale à se mobiliser pour mettre fin à ça. Et je suis convaincu qu'à date, vous n'avez pas 2-3 dirigeants en dehors de ceux des pays du Nord qui aient pris une position aussi affirmée, aussi responsable, mais aussi rigoureuse sur cette situation-là. Il n'y en a pas beaucoup. Et vous devez comprendre pourquoi. Maintenant, dans la bouche du responsable de la société civile, je comprends très bien vos mots. Mais de la part du chef de l'État, vous n'attendez pas qu'il utilise certains mots pour tenir compte de la dynamique des relations internationales, de notre position dans le monde et de ce que nous gérons et que nous sommes appelés aussi à gérer. C'est pour ça qu'il faut se féliciter de cette prise de position responsable qui condamne, mais qui, en condamnant, se veut juste pour rappeler que oui, il y a eu une attaque qu'il ne faut pas admettre, mais qu'en face, la riposte est vraiment disproportionnée. Parce qu'en fin de compte, le chef d'État appelle à ce que les armes se taisent pour que le dialogue et la diplomatie fassent son œuvre. Le Bénin veut d'un monde débarrassé des guerres et du terrorisme pour une cohabitation entre les nations et les peuples. Voir l'ensemencement des crises futures. Exactement. Absolument. Sur la question du Niger, il faut rappeler aussi le problème de la crédibilité de l'institution qu'est la CEDEAO qui pose problème aujourd'hui. Cette institution a du mal aujourd'hui à gérer les questions de déni de démocratie dans les pays. Et lorsque les problèmes surviennent, c'est en ce moment maintenant, elle vient en sapeur-pompier. Et dans la gestion, en fait, vous pointez toujours la question de l'anticipation. L'anticipation, oui. Lorsque les problèmes sont posés, les problèmes sont ramenés au niveau de la CEDEAO, on ne trouve pas. Les États ne trouvent jamais de solution. Je suis d'accord avec lui. N'oubliez pas que la CEDEAO, la même CEDEAO, cette mandature, a déjà commencé à prendre position contre ce qu'on appelle les coups d'État institutionnels, pour dire que dans la sous-région, on ne devrait plus tolérer les modifications de la Constitution qui permettent
de faire des prolongations. La même CEDEAO a commencé. Ce n'est pas maintenant, ça a commencé il y a longtemps. C'est devant elle qu'on l'a fait dans plusieurs pays déjà. Mieux vaut tard que jamais. Non, mieux vaut tard que jamais. Le président Tinubu est arrivé quand? Je ne parle même avant Tinubu. Non, je parle du mandat de Tinubu. C'était déjà posé. Oh là. Oui, mais elle a toujours cautionné. On voit que les coups d'État militaires et les coups d'État institutionnels. On ne vous entend plus. Tinubu est arrivé il y a quelques mois et déjà la CEDEAO a pris une position. Mais je ne crois pas que le porte-parole soit dans une posture de défendre la CEDEAO. La CEDEAO n'existe pas, ce n'est pas Talon qui a créé la CEDEAO. Hein. Non, mais le président Yahi Boni a dirigé la CEDEAO, elle était déjà comme ça. Elle était déjà comme ça, c'est pas nouveau. En vérité, il faut donc je dis voilà, que la CEDEAO bat de l'aile. Il faut se féliciter d'un sursaut donc. Il faut réformer la CEDEAO, s'il vous plaît. Il faut réformer jusqu'à l'ONU. Jusqu'à l'ONU. Donc, c'est des problèmes réels qu'il faut régler. Merci beaucoup. Mais quant à dire que c'est le bilan de quelqu'un, d'un chef d'État, ce n'est pas vrai. Non, personne n'a dit que c'est le bilan. Très bien. Donc, on peut se féliciter qu'il y a une prise de conscience et pour empoigner ce problème de déni démocratique et anticiper justement sur des causes qui peuvent générer des coups d'arrêt démocratiques. Mais pour l'instant, la CEDEAO est là. Elle est là. Elle est notre institution. Malheureusement, c'est ça. Elle est à refaire. Elle est à refaire, mais elle est là. Il y a une unanimité qui se dégage là-dessus. En attendant de la refaire. Il n'y a pas eu, le chef d'État a commencé justement par des questions géopolitiques, mais tout de suite il a atterri sur la gouvernance, l'offre de la gouvernance sociale. On va l'écouter, on en débat. Il est un domaine dans lequel nos efforts étonnent aussi et suscitent admiration. C'est notre politique d'industrialisation, dont le fleuron, aujourd'hui, est la zone économique spéciale de Glodjibé. J'en parle avec fierté, car je suis convaincu qu'il y a 3 ans, quand j'annonçais ce chantier lors de ma tournée de reddition de comptes, très peu y croyaient, y compris dans nos propres rangs. Aujourd'hui, nous y voilà. Et j'ose l'affirmer, ce que nous voyons déjà à Glodjibé n'est rien par rapport à ce qui vient devant. Avec l'engouement des grandes entreprises qui s'y installent déjà, dans quelques temps, ce ne seront plus seulement 10 000 jeunes Béninois qui vont y travailler, mais des centaines de milliers de Béninois. C'est aussi cela, la plus-value générée par un climat incitatif pour les affaires et la transformation de nos matières premières. Mesdames et messieurs les députés, notre volonté farouche de maintenir au Bénin nos matières premières produites par nos vaillantes populations relève de notre volonté à créer de la richesse et de l'emploi au Bénin, ici, par l'effort des uns. De sorte que nos enfants, les uns après les autres, ne soient dans la détresse et soient contraints à l'exil, d'autant qu'on peut l'observer. Les règles dans le monde nous appellent à prendre conscience de ce que le bonheur, ce n'est pas dehors, c'est au Bénin. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, que nous ne ménagerons aucun effort. Nous ferons de notre politique une foi, une véritable détermination pour que les efforts ne soient pas faits au gré des uns des autres. Si l'intérêt du Bénin s'observe et doit se construire, doit être réel par nos efforts, les dirigeants que nous sommes en feront donc le serment et feront en sorte que chaque Béninois n'ait pas le choix. Cette dynamique va s'amplifier sur les années à venir, avec un effet d'entraînement sur les industries locales, qu'elles soient implantées à Glodjibé ou partout dans le Bénin. Mon engagement est de faire avec vous un Bénin de développement. Un pays qui, dans des années à venir, n'aura plus rien à envier au grand pays, un pays qui va se distinguer dans cet océan de difficultés, de pauvreté, de misère. Le Bénin fera son chemin tout seul, s'il le faut. Monsieur le porte-parole du gouvernement, il y a là des éléments de langage justement qui ont provoqué le haut le cœur et donc des comportements un peu critiques, enfin des réactions critiques. S'il le faut, le Bénin va faire son chemin seul. Les Béninois n'auront pas le choix de suivre cette dynamique. Et monnayez-nous un peu, voilà, ce discours un peu musclé.
On veut comprendre quel est le sens profond que le chef d'État imprime à ces mots dans son discours lorsqu'il parle du miracle économique, du miracle industriel de Glodjibé. Alors sur la fin, déjà, ce n'est pas une façon de dire que le Bénin va vivre en autarcie. Vous avez vu comment il a développé pour atterrir là, en disant tout ce qu'il y a à faire, pour chuter en disant s'il le faut, nous ferons ça. C'est-à-dire que si les autres ne veulent pas faire d'efforts, comme nous, le Bénin va continuer à faire ses efforts pour, il a employé une expression belle vers la fin, bâtir un avenir aux couleurs de nos ambitions, à peu près ça. Donc, le Bénin fera son chemin seul. Ça veut dire que dans le Conseil des Nations, sur notre continent, dans notre sous-région, nous faisons des efforts qui sont salués aujourd'hui. Nous voudrions bien que cela s'amplifie et s'aime partout. Donc il parle du chemin de l'effort. Le chemin de l'effort. Mais dynamique. Si d'autres ne veulent pas faire le même chemin, nous allons continuer parce que justement, nous commençons à voir que les efforts produisent forcément des résultats quand ils sont soutenus. Et justement, parlant de Glodjibé, et j'ai entendu ou j'ai écouté certaines récriminations. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de malcompréhension de la part du député qui a fait cette lecture-là. Parce que justement, l'année dernière, quand le chef de l'État en parlait, il parlait effectivement de 7 000 emplois, pas de 6 000. 7 000 emplois. Et on projetait 30 000, puis à l'horizon 2030, 300 000 emplois. J'ai entendu que les députés, le gouvernement a répondu en disant 5 200. Non, attention. Ça dépend à quel moment vous avez posé la question et à quel moment les chiffres vous ont été donnés. Et si, par exemple, il y avait 7 000 emplois ou 8 000 et qu'à un moment donné, certains ont fini un contrat, ne sont pas encore renouvelés, l'honnêteté du moment voudrait que les gens vous donnent les chiffres qui existent. Et quand le chef de l'État dit que demain, ce ne seront pas seulement 10 000, il ne postule pas qu'aujourd'hui, il y a exactement 10 000 ou un peu plus. Le problème, c'est que nous sommes dans l'enveloppe d'à peu près, ou plus ou moins, 10 000 Béninois qui travaillent là. Et il est cohérent quand il dit que prochainement, ce serait des centaines de milliers, parce que l'année dernière, on a évoqué 300 000 emplois à l'horizon 2030 autour de Glodjibé, pour ce qui y est déjà et pour ce qui vient encore. Mais la constante, c'est de dire effectivement qu'il y a 3 ans, beaucoup n'y croyaient pas. Quand il parlait du retour de l'État comme acteur de l'industrialisation pour impulser une économie, beaucoup n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, Glodjibé, effectivement, c'est un fleuron que tout le monde apprécie. Que l'on soit béninois soutenant le président Talon ou même opposant, en tout cas hors caméra, on apprécie bien. Et puis, on veut que cette dynamique s'amplifie pour que nous ayons du travail. Et c'est là où il profite pour expliquer la philosophie du gouvernement voulant que nos matières premières restent principalement ici pour nourrir ces industries, créer de l'emploi, créer de la plus-value. Et je crois que c'est une dynamique formidable que nous gagnerions tous à entretenir et à amplifier. L'acteur social que vous êtes, Noël Chadari, est surtout attentif aux conditions, aux prix humains à payer pour ce développement industriel. Est-ce que vous avez des observations particulières à faire de ce point de vue? Je dois dire que je suis admiratif pour ce qui se fait à Glodjibé. Moi, c'est ma nature. Quand je pense que quelque chose est bien, je dis que c'est bien. Et là, ce que j'ai vu, je suis allé, et ce qu'on est en train d'attendre pour les années à venir, si effectivement ça continue comme ça, mais je crois que... Parce que c'est le privé qui est pourvoyeur d'emploi. C'est pas, n'est-ce pas, l'État. Donc l'État règle les problèmes dans l'emploi dans le domaine régalien, c'est-à-dire l'éducation, la santé et tout, mais en général, c'est le privé qui est pourvoyeur d'emploi. Donc ce qui se passe, c'est une bonne chose. Moi, j'ai vu des chemises là, si on transforme, on ne prend plus le coton pour aller le produit brut pour aller le vendre, il y a des efforts de transformation de nos produits. Ça, c'est une très bonne chose. Et j'ai vu des chemises. Et donc la prochaine fois, vous avez envie d'abourer ces chemises et de venir sur nos plateaux. Mais ce que je dois regretter, c'est que nous n'avons pas ça ici. C'est là, sur le marché, on a mis sur le marché. Maintenant. C'est passé sur tous les réseaux des Benoît achetés, ils ont dit le pied. Moi, je ne l'ai plus vu. Je ne l'ai pas vu encore. Parce que je l'ai vu au Maghreb, et on a dit c'est made. C'est made le gros lot est exporté, certes, mais on a fait en sorte que il y en ait sur le marché national. Ah, bon, ça c'est récent. Bref, je dois dire que c'est bien.
Et donc maintenant, le travail, comment ça se passe dedans, parce que pour l'instant, il n'y a pas de syndicat, on ne permet pas que le syndicat puisse s'installer. Il y a la responsabilité sociétale de l'entreprise, comment est-ce qu'ils travaillent, est-ce que il y a le respect, ils sont tous déclarés, est-ce qu'ils sont la sécurité santé au travail, tous ces éléments, nous devons être regardants par rapport à ça, et pour le moment, nous n'avons pas... Vous souhaitez qu'il y ait de la transparence. Voilà, et c'est ça que nous souhaitons vraiment, pour que là-bas, les travailleurs soient à l'aise et que et soient dans les meilleures conditions de travail. Mais pour l'instant, ce projet est un projet qui, vraiment, moi, que j'apprécie. Je présume que les députés sont aussi attentifs aux questions sociales, de l'offre sociale qui entoure ce miracle industriel qui se déroule à Glodjigbe. Bien sûr, merci, M. Ozias. Je crois que, au regard de tout ce que le porte-parole du gouvernement vient de dire, je suis un peu perplexe. Il y a précisé que la question de l'industrialisation est une question importante à laquelle tout le monde adhère, tout le monde est favorable. Nous sommes très heureux de voir le gouvernement donc s'engager sur le chemin de l'industrialisation. Personne ne conteste cela. Mais le point qui se pose, doit-on le faire au détriment d'une catégorie de la population, à savoir les producteurs? Je crois que c'est là la préoccupation. C'est-à-dire, au nom de ce que nous voulons faire l'industrialisation, nous voulons faire la transformation, on a vu le gouvernement interdire l'exportation du soja, par exemple, d'accord, d'un certain nombre de spéculations, mais qui, au final, n'ont pas fait l'objet de transformation. Et les producteurs ont été obligés d'avoir ces produits-là sous le bras. Alors, dans ces conditions, qui paie? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons faire? Et face à quoi on se retrouve? Tout porte à croire que le projet a un problème dans sa projection, dans sa planification, dans la stratégie même qui postule la création de cette industrie-là. Le porte-parole va répondre à ça tout à l'heure. Oui, donc c'est l'impression que cela donne. Et aujourd'hui, depuis qu'on a commencé cela, on a l'impression que c'est en défaveur des producteurs. Parce que le prix de ces produits tombe désormais, oui, depuis près de deux choses aujourd'hui. Vous voulez parler de campagne? De campagne, merci beaucoup. De campagne aujourd'hui. Alors, au point où les producteurs ne savent même plus à quel sens se vouer. Vous pensez que si ça se passe comme ça, ceux-là sont ceux qui sont supposés fournir la matière première. Trouve que l'institution qui va leur permettre normalement de produire encore plus, d'aller même dans la qualité, pour permettre à l'industrie de fonctionner, devient un obstacle pour eux. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est pris par les producteurs. Et c'est ce qu'ils vivent justement. Et qui c'est vu comme tel, je pense que ça pose un problème. Pour la simple raison que, dans la stratégie de développement que nous a présenté le ministre de l'économie et des finances, c'est que le ministre veut un développement qui passe par l'agriculture, d'accord, pour aller vers l'industrialisation. Ça veut dire que les deux secteurs doivent être liés. Se tenir. Les deux secteurs doivent se tenir. On ne doit pas faire l'un au détriment de l'autre. Et on a tendance que c'est ce que nous voulons observer. Nous sommes en train d'observer. Mieux, par rapport à ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, j'ai dit je suis perplexe, parce que la question de la transformation, fabrication des chemises, telles que les gens sont aujourd'hui séduits, tout porte à croire qu'on ne l'a jamais fait. J'ai connu IBTS, j'ai connu le COUTEB, tout ça on l'a fait. Mais il ne faut pas le faire. Et ces expériences, malheureusement, ont périclité. D'où notre inquiétude. Il ne faut pas que ce qu'on commence là périclite aussi. Parce que tel qu'on a commencé, on est en droit de croire, on est en droit de mettre des réserves pour avoir déjà vécu ça. Donc, voilà un peu... Très bien, vos appréhensions, oui. Vos appréhensions et votre perplexité. Est-ce que vous partagez les mêmes angoisses que votre collègue Ourokoubou, député ordinaire? On parle de beaucoup de choses à la fois. C'est parti d'une loi que le gouvernement a déposée sur la table du Parlement, les zones économiques spéciales. Quand on votait cette loi-là, on ne pouvait pas présager de l'envergure et de l'outil que nous étions en train de donner au gouvernement. Donc c'est une question de vision, au fait, la gouvernance et le développement. Et je crois que le développement ne devrait pas s'improviser. Il faut préparer ça. Le chef de l'État nous a dit, toutes tendances confondues,
j'ai un certain nombre de lois. Vous allez m'aider à prendre ces lois-là. Et nous allons mettre le pays sur orbite. Parmi ces lois-là, je me rappelle, il y a la loi sur la zone économique spéciale. COTEB, IBTS, ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas l'État qui vient mettre son argent dans quelque chose où les gens gèrent mal et tout ça. C'est des privés. On a créé l'espace, on a mis en place les conditions. Et puis les privés se déploient. L'État crée l'environnement favorable. Crée l'environnement favorable. Global, on ne va pas aller dans les détails. Et puis les privés se déploient. Il faut aller cueillir les privés. Leur dire oui, vous avez intérêt à venir au Bénin. C'est de ça qu'il est question. Quand ces entreprises-là viennent au Bénin, que nous produisons du coton, que nous produisons du choja, que nous produisons de l'anaka d'Akadjo, on ne va pas continuer. Quand l'honorable parle des producteurs, mais il ne parle pas de producteurs, il parle des intermédiaires. J'ai bien dit producteurs. Je dis que les gens parlent des intermédiaires. Expliquez, pour qu'on comprenne. Le producteur qui a fait le soja, mais qui sont ceux qui viennent lui prendre le soja? C'était des intermédiaires et parfois ce n'était pas des Béninois. Quand les producteurs ont eu l'occasion de traverser nos frontières et d'amener leur production au Togo, mais c'est parce qu'à Kara, il y a une usine qui a été implantée. Donc, la loi de l'offre et de la demande, on peut voir par là. Mais à Glodjigbe, on peut aller dans un élan nationaliste et savoir comment nous voulons acter notre développement. Mais c'est une boucle, le développement. On peut perdre ici et gagner là. C'est possible ça aussi. Les entreprises qui viennent, ces entreprises-là peuvent quitter Dubaï, Taga, tout ça, là, et venir ici à cause de notre main-d'œuvre. C'est possible aussi ça. Parce que les jeunes sortent des écoles, ne trouvent pas à faire. Avant, il fallait être diplômé, tout ça. À Glodjigbe, ce n'est pas nécessairement les licenciés, les agents de maîtrise et consorts qui sont là-bas. Niveau 5e, 4e, et déscolarisés, tout ça là, il y en a plein qui sont là-bas, il y en aura. Moi, je ne vais pas faire le débat sur nous sommes à 6 000, à 7 000, à 2 000. C'est la perspective que je vois. On n'a jamais eu ça par le passé. Et c'est de ça. On s'est battu. Oui, tout le monde doit travailler à la Sonapra. La Sonapra veut licencier. C'est pour éviter tout ça. Donc on ne peut pas, parce que l'IBTS, les COTEB et tout ça. Et puis j'ai vu fabriquer des tenues militaires, là, la fois dernière. Et il faut aussi souffrir que certaines choses soient fabriquées là, ne soient pas vendues au Bénin. C'est de ça qu'il est question. Les groupes qui vont sur là, ça peut se faire et être totalement exporté vers les États-Unis. Parce que toute politique industrielle est tributaire de marché. C'est de ça qu'il est question. Après, d'autres choses peuvent être vendues ici, mais il peut y avoir des choses qui sont, et la zone économique spéciale a cette vocation de servir donc c'est pas exactement les zones franches, mais ils sont là comme s'ils étaient sur leur territoire. Et nous gagnons quoi? Nous gagnons nos enfants qui y travaillent, nous gagnons la manutention et nous gagnons autant de frais pour notre développement. Nous gagnons des emplois, surtout de nouveaux emplois. De nouveaux emplois et consorts. Donc il faut comprendre la dynamique. J'ai écouté certains dire pourquoi ces usines-là, on ne va pas les déplacer aussi et les installer dans les lieux sur le territoire national. Le territoire, c'est possible, mais c'est les privés qui veulent l'installer. Donc il faut comprendre la dynamique de Glodjigbe et ça n'exclut pas que d'autres industriels puissent venir et puis avec ce qui se fait à Glodjigbe, à y découvrir, à y s'installer ailleurs. À savoir que les zones économiques sociales ont une vocation incitative et accordent des facilités à une concentration d'industrie dans l'espace pour conquérir des marchés étrangers. Oui, mais je pense qu'il a dit quelque chose, le député, l'honorable à côté, a dit quelque chose dont il faut tenir compte. C'est-à-dire que les producteurs, les paysans. C'est sur cela que je voudrais, parce que lancer ils le ne vivent pas porte-parole. véritablement du fruit de leur travail. C'est les intermédiaires qui les dépouillent. Et donc il faut qu'on veille à ça. Oui, c'est ça. Monsieur le porte-parole, la question de la rémunération, des producteurs, par exemple du soja, sur les stocks fournis à la zone industrielle a été posée par le député Oro Kubo. Est-ce qu'il y a un souci par rapport
à cette rémunération-là? Est-ce que les intermédiaires évoqués par le député Odel Adati obéiraient sur les marges des producteurs ou c'est le nouveau système qui est en cause? D'abord, je suis surpris que M. Worokoubou ait mal compris, à moins qu'il fasse semblant de mal comprendre la réalité agricole de ce qui se passe chez nous. Premièrement, on n'a jamais fait Golo Djibé contre les intérêts de nos producteurs. Secondement, on n'a pas interdit, dans les thèmes que vous évoquez là, on n'a pas interdit l'exportation des matières premières, les spéculations. Ce que nous avions fait, et c'est ça qui doit vous convaincre de ce qu'il y a une cohérence dans l'action du gouvernement, dans notre vision. Quand on a fait Golo Djibé, dans la perspective de la transformation de nos matières premières, afin que les industries qui sont installées n'en manquent pas et que nous ayons de la main-d'œuvre ici, donc de l'emploi créé au Bénin et de la plus-value pour notre économie, on s'est dit, si on continue à laisser les gens qui viennent acheter, préempter parfois notre soja, notre coton, notre karité, notre cajou et le sortent, on aura des industries, mais elles ne vont pas tourner et on n'aura pas d'emploi et on n'aura pas de plus-value pour l'économie. Et nous avons projeté pour dire, à partir du 1er avril 2024, les exportations à l'état brut sont interdites. 1er avril 2024. Dans la foulée, ce que nous avons fait, c'est l'interdiction par voie de terre. Et vous devez le comprendre ça, monsieur le député. Parce que vous avez une catégorie d'acteurs qui va acheter, qui sort par le port et qui paye les taxes en bonne et due forme. Et vous avez une autre catégorie qui va dans les champs acheter et sort le produit par les voies détournées. Or, le paysan qui a vendu son soja dans son champ, il ne paye aucune taxe là-dessus. Celui qui a mis son soja dans son grenier ou dans son magasin et le vend là, il n'y a aucun douanier sur place pour lui demander de payer des taxes. La taxe est supportée par les intermédiaires dont parlait le député Aladati. Et c'est eux qui ont malheureusement rendu la situation compliquée pour nos producteurs. Et vous avez vu aussi la réaction que le gouvernement a eue. Parce que le gouvernement a dit à ces intermédiaires, vous considérez que ce que vous devez payer au cordon douanier est important et vous allez abuser nos producteurs. Qu'est-ce que nous avons fait? Et vous l'avez salué en temps. Je suis surpris que ici vous ne l'avez pas rappelé. Nous avons réduit de façon significative, passant de 140 à 30 francs le kilo à l'exportation au cordon douanier. Donc rien n'a été fait contre nos producteurs. Au contraire, ce que nous faisons, c'est pour les protéger. Et puis quand vous avez évoqué Golo Djibé, même à Golo Djibé, quand le soja lui a été acheté, souvenez-vous, avant décembre 2022, où le gouvernement a dit qu'il n'y aurait plus de prix plancher, ce sont les interprofessions elles-mêmes qui fixent leur prix plancher. Le gouvernement ne fait qu'homologuer. Donc ce sont les producteurs, avec leur association, qui regardent le marché et qui considèrent qu'à tel niveau de prix, ils ont leur compte. Le gouvernement ne fait qu'homologuer. Ça veut dire quoi? Le prix que vous-même vous avez fixé, c'est à votre avantage. Et Golo Djibé n'a pas acheté en dehors du prix qui était retenu. Et maintenant, vous dites que depuis 2 campagnes, les prix ont chuté. Ça n'est pas le fait du Bénin. Le Bénin n'est pas le maître du soja sur la scène mondiale. Et s'il vous plaît, j'y viens, monsieur Aladati, au Togo, pour la campagne en cours, là, ils ont baissé le prix par rapport à la campagne dernière. Le soja, vous le savez, monsieur Worokoubou. Ils ont baissé le prix. Mais dites ça aussi aux producteurs pour leur dire que de l'autre côté, justement, ça a dégringolé. Et ça, c'est une dynamique mondiale. Parce que c'est une dynamique, s'il vous plaît, là, vous n'êtes pas sérieux. Parce que je considère qu'en tant que député, je considère que vous vous projetez un jour ou l'autre dans une fonction exécutive. Oui, on peut vous remplacer un jour. Alors, si vous pensez ça, si vous le pensez sérieusement, faisons moins de démagogie. Faisons moins de démagogie, parce que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de faire du sérieux. C'est à ça que le chef de l'État nous appelle. Vous pensez que lorsque l'intrant coûte 28 000 francs, le sac de 50 kilos, et que le gouvernement prend l'argent de tous les Béninois pour aller le chercher, même quand c'est difficile, et le livrer à 14 000 aux producteurs, vous serez d'accord qu'une fois que le produit est sorti, on l'envoie au Togo pour le vendre, parce que le marché serait plus intéressant. S'il vous plaît, si vous n'avez pas dit ça, vous devez être d'accord avec le gouvernement. Deuxième chose, vous dites qu'on a barré les voies. Le chef de l'État a eu l'occasion de faire la pédagogie à votre collègue Acharé sur cette question-là. Et vous-même, vous voyagez beaucoup. Vous savez très bien qu'on n'entre pas dans un autre pays par n'importe quelle piste. Vous le savez. Même si de part et d'autre de la frontière,
Nous sommes souvent les mêmes peuples. Les États s'entendent pour mettre des postes frontières qui encadrent la circulation des personnes et des biens. Et tout autre circuit, vous savez bien que c'est illégal. Et c'est propice à la contrebande et aux fraudes. Et quand vous faites ça et que les douaniers vous surprennent là-dessus, vous payez des amendes. Donc nous sommes en train de moderniser notre pays. Et en faisant ça, vous devriez plutôt, me semble-t-il, dire à nos populations, ah, ce qu'ils font là, on n'avait pas eu l'idée avant, on n'a pas fait avant. Hein. Même si ça semble dur, c'est pour un temps parce que c'est comme ça qu'on va normaliser notre pays. Et c'est pour votre bien, on vous protège. Si vous ne dites pas ça, je ne pense pas que vous soyez dans la bonne direction. Monsieur le porte-parole, malgré vos explications, il subsiste quand même quelques points d'inquiétude. Oui. Je reviens sur ce que le porte-parole a dit. Par rapport à la campagne 2022-2023, il a dit que l'interdiction c'est pour avril 2024. Juste. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? La taxe de 140 francs sur le kilo de soja. À la charge de qui? Je ne veux pas savoir à la charge de qui c'était. Vous avez dit c'est à la charge. Pas des producteurs. C'est à la charge de l'exportateur. Vous n'avez pas besoin de. Tout le monde le sait. Non, tout le monde ne sait pas. Non, tout le monde à la charge de l'exportateur. Je le dis haut et fort. Très bien. Voilà. Alors, à la charge de l'exportateur. Deuxième élément, vous avez exigé un agrément pour l'exportation. Ne l'oubliez pas. C'est très important. Ces deux éléments, ces deux mesures techniques ont eu pour conséquence d'empêcher tout exportateur de se hasarder à venir sur le territoire national. Est-ce qu'on est d'accord que c'est Donnez-moi un seul exportateur qui soit venu au Bénin pour acheter des soja grains pour exporter. Il y en a eu. Alors, la société qui a exporté, c'est CIPI. C'est pas seulement CIPI. CIPI. Non, s'il vous plaît. Et puis, le danger, c'est que CIPI n'a même pas payé les 140 francs. Voilà une occasion que je trouve en or pour vous le dire. Si vous allez au ministère du Commerce... Avant d'aller... Non, vous ne me prenez pas la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Comme ça, on va bien s'entendre. Merci beaucoup. Alors, comme le dit si bien le porte-parole du gouvernement, quelle était la capacité de transformation de ces unités de transformation-là par rapport à la production? Est-ce que les capacités installées des industries étaient capables de pouvoir transformer toute la production? Il y a une polémique ou une incompréhension sur ce sujet. Le porte-parole C'était impossible. Il va répondre tout à l'heure. C'était impossible. À partir de cet instant, alors, il faut envisager la possibilité de pouvoir exporter. Lorsque on met 140 francs sur le kilo du soja, je trouve que c'est prohibitif. Non. Ça a été grave parce que ça a créé des conséquences graves sur nos producteurs. Les gens se sont suicidés. Les gens se sont tués pour ça. Je le dis haut et fort ici. Oui, les gens sont allés en prison pour ça. Qui paye pour ça aujourd'hui? Les gens qui sont morts, on va les ressusciter parce que vous avez ramené ça de 140 francs à 30 francs aujourd'hui. On va les ressusciter. Donc c'est une mesure qu'il ne fallait pas prendre. Vous êtes des gouvernants. Oh là là. Et je vous le dis, parce que je me demande aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire le point pour dire ces 140 francs là sur le soja qu'on a mis entre 2002 et 2023, de nous dire combien ça a rapporté à l'État béninois? Très bien, le porte-parole là. Il a nous dire combien ça a rapporté à l'État béninois. Et puis il est important qu'on aille aussi sur le volet social, parce que c'est l'une des grosses attentes du pays. Monsieur le porte-parole du gouvernement. Monsieur honorable, on vous a entendu. Permettons au porte-parole de répondre à vos appréhensions. Ne faisons pas de la surenchère politique, j'allais dire politicienne. S'il vous plaît, ne faisons pas de la surenchère politicienne. Je veux bien que nous tenions nos rôles chacun. Le mien, c'est de défendre l'État, c'est de défendre le gouvernement. Le vote, c'est de dire ce que vous faites n'est pas bon. Mais même là, quand on diverge sur les approches, au moins sur les résultats, on peut être d'accord. Et c'est encore ce que le chef d'État a rappelé aujourd'hui. Quand on a évoqué même 1er avril 2024, ce n'était pas une interdiction absolue d'exportation. Nous avions dit, la mesure vise à s'assurer que les industries installées ont de quoi tourner pour leur capacité installée et le reste, avec agrément, pourra être exporté. Donc là, vous voyez, l'interdiction d'exportation n'était même pas absolue. Donc c'était une mesure transitoire. Du reste, quand on a vu malheureusement que certains en ont profité pour polluer le terrain, on n'a pas eu de gêne à dire on lève désormais l'agrément. Et puis, vous évoquez des drames. Je considère que là, vous n'inventez pas. Et si c'est le cas, je compatis, et le gouvernement compatit à cela. Mais ça nous aura enseigné. Et nous devons tous tirer les leçons.
et nous entendre au moins sur ce qui est bon pour nos populations et pas seulement dans la posture politicienne pour dire vous avez fait ceci, ça n'est pas bon, vous avez fait cela, ça n'est pas bon. Non, s'il vous plaît, parce que comme ça, ça n'éduque pas, personne n'a fait des populations des cobayes, parce que ça n'éduque pas la masse. Cette façon d'aborder les questions, ça n'éduque pas la masse. Or, c'est notre devoir commun, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance. Monsieur Papa, il y avait la question de la capacité. Les capacités, j'ai dit justement, vous voyez, le gouvernement était cohérent de bout en bout. En disant, dans un premier temps, à partir du 1er avril 2024, il n'y aurait plus d'exportation brute. On tenait compte des capacités installées des usines pour dire, on va s'assurer que ces usines ont eu les matières premières à hauteur de leurs besoins. Et une fois que les capacités installées sont satisfaites, le reste, avec agrément, peut sortir. C'est ce qu'on avait dit initialement. Et maintenant, on a assoupli davantage compte tenu de ce que la réalité du terrain nous a proposé. Très bien, on va entendre l'honorable Orden et puis on va passer sur le social, s'il vous plaît. Nous sommes dans un monde global et nous sommes dans une guerre économique. Il faut le savoir ça. Le gouvernement ne peut pas vouloir faire du mal à ses populations. Je ne souhaite pas que le soja soit exporté. Je peux taxer. C'est une politique économique et vous le savez bien par rapport à votre formation. Alors, les intermédiaires dont je parle, ça ne les arrange pas, n'est-ce pas? Ils sont allés se réfugier au Togo. Et puis pompent les produits. Si nous avions été cohérents, ils seraient revenus. Si nous avions été solidaires, ils seraient revenus. C'est ça qu'il faut dire par rapport au développement du pays. Non, je pense au fait, ce qu'on a dit, c'est très précis. Il y a eu Claude Djibé. Le gouvernement n'a pas dit que c'est Claude Djibé, la CIPI seule qui va acheter les produits, n'est-ce pas? Il y a eu des agréments. On a mis une taxe pour décourager l'exploitation aussi. Pourquoi pas? Par voie de terre. Oui, pas les circuits détournés. Mais même pas le port. Il y a une taxe, n'est-ce pas? Tout à fait. Cette taxe-là, ça correspond à une politique économique. Ça correspond à une politique économique qu'on évalue dans le temps. Laissez-moi finir, monsieur Koubo. Laissez-moi finir. On peut mettre une politique économique et l'évaluer. Et l'évaluer. C'est pour ça qu'il y a eu des mesures correctives. C'est comme ça. On ne peut pas condamner pour avoir. Ce que je propose sur cette question, c'est une question éminemment importante parce qu'elle engage des enjeux économiques, mais en même temps humains. Des enjeux sociétaux, humains. Il est intéressant que sur ce plateau, il y ait des acteurs opérationnels, industriels de cette question-là, de la transformation du soja, les acteurs de la CIPI qui viennent face à des décideurs comme vous, pour que réellement on comprenne comment est-ce que tout ça a été structuré, cette politique est structurée et mise en œuvre. Sinon on va épiloguer longtemps. On va épiloguer longtemps. Mais bien sûr, fatalement, ça nous amène à aller dans le détail de cette politique industrielle. Il est important qu'on opine également sur la dimension sociale, en tout cas l'offre sociale du gouvernement en 2023, tel que le chef de l'État l'a présenté ce matin. On l'écoute. Nous avons déployé des filets sociaux qui ont permis notamment à près d'1 million de pauvres extrêmes de nos 77 communes de recevoir leur carte d'identité biométrique pour bénéficier de l'assurance maladie. Sous ce même registre, nous avons intensifié le projet d'inclusion des jeunes, H-Formation, les transferts monétaires impactant ainsi plusieurs milliers d'artisans qui ont bénéficié de renforcement de capacités et pour certains d'entre eux, de financement pour s'installer. En ce qui concerne spécifiquement les microcrédits, dont le nombre de bénéficiaires s'accroît considérablement, notre pays est classé premier de l'UEMOA en matière d'inclusion financière. Mieux, une dotation de 12 milliards de francs CFA est prévue pour 2024 pour l'octroi des crédits de 50 000 à 100 000 francs CFA en vue d'optimiser les effets de ce programme. Déjà, les pratiques ont considérablement changé. Nos mères, nos femmes et nos sœurs en particulier, ne sont plus obligées de se parer d'uniformes qui leur coûtent une partie du prêt obtenu, de s'exposer au soleil, de prendre des journées entières
en vue de louer de soi-disant bienfaiteurs. Il est vrai que le souci de transparence et la volonté de mettre fin à l'instrumentalisation de leurs difficultés, voire de leur chosification, entraînent aussi des désagréments. Mais nous travaillons à y remédier. Voilà, l'évocation de l'offre sociale finit sur cette touche chatouilleuse, justement, par laquelle on avait commencé sur la forme. Mais non, sérieusement, que pensez-vous, vous, acteurs social, de la manière dont le chef d'État a présenté, bon, on ne va pas reprendre les mots de bilan social, mais de l'état social du pays au regard des actions qui ont été déployées, les filets sociaux larges, le volet formation lié à l'art. Comment vous avez apprécié tout ça? Est-ce que c'est à la hauteur des attentes sociales? Oui, mais je crois que il y a un aspect qui n'a pas été présenté, parce qu'il a parlé de la revalorisation, n'est-ce pas, des salaires, le pouvoir d'achat, oui. N'est-ce pas? Ça, moi, ça me préoccupe aussi, parce que ça, c'est les aspects positifs, hein, large. La sécurité, n'est-ce pas, l'assurance maladie plutôt, c'est une très bonne chose. Que tous les Béninois puissent aspirer à avoir cette assurance, c'est bien. Maintenant, je dis, au plan social, du pouvoir d'achat. Au plan social, la symphonie est inachevée. C'est ce que je veux dire, parce que il a parlé de revalorisation. Revalorisation pour combien de personnes? C'est combien de personnes? C'est les fonctionnaires. Et on a promis qu'on va aussi revaloriser pour les autres. C'est-à-dire les sociétés, les entreprises d'État, les sociétés d'État, le CNHU, on appelle ça, les collectivités locales et tout ça. C'est une petite partie, parce qu'on parle de pouvoir d'achat, mais les Béninois ne se portent pas bien, parce que leur pouvoir d'achat est resté toujours au même, pour le grand nombre, la majorité, tout ce que je viens de citer. Or, nous sommes dans le même pays et le marché, les prix sur le marché, c'est la même chose pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas faire une revalorisation à deux vitesses. On fait pour les uns, on leur donne la possibilité d'avoir une augmentation de leur salaire, encore qu'il a reconnu que ça n'a pas amélioré, mais ça a diminué les effets. Hein, les effets qui étaient choses là. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous, les travailleurs béninois peinent à assumer leur quotidien. Ils vivent très mal. Et ça, il faut qu'ils le sachent. J'ai vu, il y a de très bonnes choses au plan social, tout ce qu'il vient de citer, n'est-ce pas, le crédit aux femmes, l'assurance maladie, tous ces aspects, c'est bien. Et qui place le Bénin en tête de l'inclusion financière dans la sous-région. Je suis d'accord, les jeunes. Mais vous considérez que les actions de revalorisation sociale ne sont pas à la hauteur du hautement social promis. Est-ce que c'est ça votre discours? Le pouvoir d'achat est toujours faible. Le pouvoir d'achat est toujours faible. La majorité des Béninois a un pouvoir d'achat faible. La revalorisation n'a pas gagné tout le monde. Et à un moment donné, on a dit il faut mettre un comité, parce que j'attends que Wilfried puisse dire un mot là-dessus, une commission qui a été commise, enfin, je peux faire cette redondance, pour voir l'incidence financière de ce que ça va faire pour ces sociétés, les collectivités locales et tout. Mais jusque-là, plus rien. Ça fait depuis décembre 2022, eh bien, on est maintenant à décembre 2023, la situation n'est pas bonne. Donc nous, c'est un peu, il n'a pas dit un mot là-dessus. Moi, je m'attendais un peu à ce qu'ils nous disent, bon, mais on l'avait fait pour les autres, on va continuer. Le secteur privé, n'en parlons pas. C'est aussi les gens qui vont sur le même marché. Donc voilà un peu ce que je n'ai pas beaucoup apprécié. Et puis il y a les AME. Il a annoncé dans son discours qu'on va recruter on a recruté des policiers, des douaniers et tout ça, mais on est dans une situation où, dans les autres secteurs, la précarité est là. Bon, nous avons discuté avec lui et finalement, ils ont décidé de reverser. Nous attendions à ce qu'on ait un reversement des AME en nombre important. Vous êtes resté sur votre fin par rapport à l'effort éducatif en matière d'encadrement. Oui, parce que ce qui est projeté, ce qui est en train d'être proposé, 3 000 sur 30 000 qui sont éligibles.
c'est totalement un peu une goutte d'eau ou une goutte de sang, n'est-ce pas, dans la mer. Oui, c'est insignifiant. Et surtout, ça doit être rapporté aux besoins, en fait, aux besoins en personnel. Mais les besoins sont là. Les besoins sont là. À la hauteur des besoins. C'est pour ça que je vous pose la question. Les besoins sont là. Les besoins sont là. Et donc, quand on dit 3 000 par an, ça fait 30 000, ça fait 10 ans. Et déjà, ils ont déjà fait 5 ans. La plupart, 5 ans. Et donc, quand le chef d'État dit « je suis à bon nombre », vous dites qu'il peut le plus, peut le moins. Il doit, pour moi, nous proposons ici qu'on puisse, au plus en deux années, puisse reverser tout cela. Il va partir, en 2026, il doit pouvoir finir avec ça. Et s'il finit avec ça, on va applaudir pour lui. Il va être porté en triomphe. Comme il le dit. Mais il ne faut pas élargir ça sur 10 années. C'est pénible. Ils vont broyer le pain noir pendant tout ce temps. Ils vont se retrouver à un moment où ils seront vidés de toute leur force, de la débauche d'énergie, n'est-ce pas? Et ils vont aller à la retraite, mais ils ne pourront pas bénéficier d'une pension de retraite. Vous partagez les mêmes soucis, les mêmes attentes inassouvies au plan social, en tout cas de l'effort éducatif du gouvernement, comme l'acteur social. De la présence donc du syndicaliste Chadaré, parce que là, je le vois donc dans son rôle, et ça, je suis tout heureux, c'est à son actif, je le félicite. Je préfère, comme il a déjà parlé de ça, je préfère prendre un autre point de la question. Le président a parlé, avant de revenir sur les questions de crédit, a parlé de la carte biométrique. Je ne sais pas pourquoi il a parlé spécifiquement de ça. Ça me permet de soulever un problème. J'ai l'impression qu'au niveau de l'ANIP, il y a un système d'arnaque, si je peux l'appeler ainsi. Il vaut mieux peut-être qu'on le dise ici aujourd'hui pour qu'on cherche à trouver une solution pour ça. La question donc de la numérisation, comme le porte-parole vient de le dire, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais quand ça tourne à l'arnaque, ça pose un problème. Je vous donne quelles sont les situations justement qui vous pour faire votre carte biométrique aujourd'hui, on vous oblige à faire la carte CIP. Et avant que la carte CIP ne sorte, vous avez la carte Moi qui sort. La carte Moi a les mêmes informations que la carte CIP. Vous payez pour CIP et vous allez payer à part pour la carte biométrique. Pourquoi on est obligé de soumettre la population à cette surtaxe-là? Alors, dans des conditions où nous avons des soucis, le peu là, c'est difficile à l'avoir. Déjà. On fait donc un exercice de précision. Au lieu de parler d'arnaque, on va parler de tracasserie. Ce n'est pas de la tracasserie, parce que la carte Moi a les mêmes informations que CIP et vous m'obligez à avoir CIP avant de pouvoir faire la carte biométrique. Ça pose un problème. Je n'ai pas fini. Dans le cadre de l'enrôlement, on vous enrôle et l'ANIP fait lui-même des erreurs. Lorsque vous constatez, vous venez, vous dites, il y a erreur. On dit avant de corriger, vous payez d'abord. Or, l'erreur ne vient pas de vous. Voilà pourquoi je parle de l'arnaque. Ça pose un problème. Il est important de voir ça. Sinon, ça va annuler tout l'effort que le gouvernement est en train de faire. Je crois que c'est une information importante. Les services qu'on bénéficiait de la justice, casier judiciaire, certificat de nationalité et tout, qu'on avait l'habitude de faire à 500, 700, 800. Aujourd'hui, le prix a doublé, voire triplé. Est-ce que c'est au nom du numérique que tout ça a doublé? Donc le numérique là, c'est ça que ça nous donne? Ça, c'est des questions. Je crois que le représentant du gouvernement est là. Je lui donne la possibilité de revenir sur ces aspects-là. Oui, mais je fais réagir l'honorable Orden Ladanti sur ces sujets, la question sociale. Est-ce que vous considérez que le rythme auquel le gouvernement répond aux attentes sociales, est-ce que vous-même vous avez le sentiment qu'il faut accélérer un peu, mettre un coup d'accélérateur? Le souhait de tout le monde, c'est qu'il y ait un coup d'accélérateur. C'est ça le souhait. Mais entre le souhait et ce que nous pouvons, nous faisons, nous, confiance au gouvernement. C'est ça la grande différence, au fait. C'est Lénine qui a dit, que voulons-nous? Sur le que voulons-nous, nous sommes d'accord. D'accord? Que pouvons-nous obtenir? Et cette question-là, on ne se la pose pas. La question de que pouvons-nous obtenir, c'est qu'il faut prendre le Bénin tel qu'il est. Enfin, l'apprécier dans toute cette dimension. Tel que vous atterrissez, on comprend que vous avez un regard lucide et non attentiste, voire passif. Donc, c'est notre Bénin de depuis 60 là, ressources limitées. Au même moment, quand vous allez au Parlement et que les ministres passent, on veut des routes dans tous les villages. On veut de l'eau dans tous les villages. On veut de l'électricité dans tous les villages. La tyrannie des priorités qui... Et c'est le Bénin sans pétrole, sans diamant,
que nous sommes. C'est ça le grand problème. C'est pour cela que quand nous alertons le gouvernement, que nous le disons, ceci-là, nous le voulons tout de suite et maintenant, nous sommes un peu réceptifs. Quand ce gouvernement-là, en tout cas, nous dit, nous sommes conscients de ce que vous dites, mais patience. C'est pourquoi j'ai entendu dire le président que les insatisfactions ne peuvent pas nous faire perdre de vue le chemin parcouru. C'est cela. Donc, je ne peux pas dire que tout est fait. Il y a encore des Béninois qui n'ont pas un repas chaud par jour. Mais qui a dit que tous ces problèmes-là sont réglés? Mais qui va oser dire que tous ces problèmes sont réglés? Mais d'où est-ce que nous sommes partis? Si les efforts d'aujourd'hui étaient consentis de façon si cohérente depuis 1960, on n'en serait plus là. Et c'est ce que nous demandons à nos vis-à-vis de reconnaître. Si cet effort, cet élan collectif, si nous l'avions fait depuis, et au même moment, on réclame tout ça, le prix à payer. Personne ne va cueillir cet argent, nulle part. C'est notre effort, contribution collective. Et les mêmes personnes vont dire, les contributions, non, on n'en veut pas. Pour l'année, pour avoir sa carte d'identité au Bénin, quelle tracasserie. Et combien on payait? Ne parlons pas d'arnaque. Faites la somme de tout ce qui est demandé. Ça ne vaut pas ce qu'on dépensait pour avoir la carte d'identité avant. C'est déjà ça. Non, maintenant, on peut travailler. Bon, si c'est non, on va travailler collectivement à faire améliorer ça. Parce que, mais c'est l'opérationnalisation. On ne peut pas dire que c'est parfait. Il y a des efforts. Allons dedans. Moi, je suis prêt à voir de près ce que vous dites et que l'on porte un plaidoyer. Si c'est qu'il y a des choses qui peuvent régler. C'est ça notre pays collectif. C'est ce qu'on demande. Mais dire que non, ce n'est pas... Parce que vous allez remarquer que notre vis-à-vis là, il ne va pas. Il va chercher les vétilles qu'il y a autour. Il va chercher... Non, c'est une erreur de croire que... Vous croyez que ces problèmes-là, nous ne les posons pas dans la mouvance? Tout en nous connaissant quand même non, c'est pour vous dire que... Non, s'il vous plaît. Quand vous prenez les AME, mais les AME, mais l'opposition n'était pas à la 8e législature. Ça fait 3 ans que nous avons dit au gouvernement, il faut faire des efforts. De 9 mois à 11 mois, là. Nous l'avons dit. Mais le gouvernement nous a dit quelque chose. Quand nous allons commencer, on n'aimerait plus arrêter. On a accordé des droits dans les hôpitaux ici, non? Le président Yaïboni a signé un chèque à blanc. Il l'a laissé. C'est le président Talon qui est venu payer. Nous ne voulons plus de ça. Je suis d'accord quand vous avez posé la question. Nous voulons même, nous aussi, là, tout de suite et tout, maintenant. Cela dit, on ne veut plus ce genre de saut dans l'inconnu, où on fait les choses au hasard, et puis après, ça cause des problèmes à la cité. Vous récusez de la démagogie, en fait. De la démagogie, du populisme. Du réalisme, tout en challengeant le gouvernement, quand même. Mais tout en challengeant le gouvernement, il faut des efforts. Les AME, le besoin est là, effectivement. Le besoin dans le monde de l'enseignement, le besoin est là. Mais, 10 ans, peut-être ce que vous dites est vrai. Mais le gouvernement a dit quelque chose que je voulais dire à tout le monde. Il ne faut pas recruter tout le monde la même année. Parce que si vous recrutez tout le monde la même année, ils iront à la retraite la même année. Et ça, il faut l'analyser. Souci de gestion budgétaire. Pas budgétaire. Non, pas seulement. Des pensions au-delà, même l'école. Quand tous les enseignants iront à la retraite la même année, on fera comment dans les écoles? On aurait déjà formé. Oui, c'est ça. Voilà, donc, c'est pour ça que je dis, c'est une planification, mesure de célérité. Il ne faut pas peut-être que ça dure 10 ans et qu'on sort. Nous sommes d'accord, mais il faut tenir compte de cet élément. Il faut plaider aussi pour nous. Non, mais je l'ai dit depuis le début, que si on peut recruter tout le monde dans un intervalle plus court, il faut pouvoir le faire. Mais j'attire l'attention sur le fait que ce n'est pas très bien aussi, dans la même année, de recruter tout le monde en termes de programmation stratégique, que ce n'est pas bon. Ce que je voulais dire. Vous avez réussi à faire des pièces, nous permet d'avoir les cartes d'identité de façon rapide et tout, mais il y a une pièce qui nous crée des problèmes, c'est l'attestation de résidence. Les tracasseries sont toujours là. Oui, c'est avec les chèques quartiers et tout, le problème là se pose. Énorme. Il faut vraiment que vous... J'ai entendu le porte-parole Méry, ça va s'optimiser. C'est que le gouvernement en est conscient. Monsieur le porte-parole, sur la question de l'offre éducative, il y a des priorités brûlantes, notamment de l'encadrement des enfants. C'est une question qui ne doit pas en fait souffrir d'attentisme en vérité. Les efforts ont besoin de faire. Le gouvernement doit
fait un plaidoyer au niveau du Parlement pour qu'il y ait un effort éducatif soutenu sur ce front-là. Parce que quand il manque des enseignants en classe, c'est une partie de la nation qui en parle en fait. L'avenir de la nation qui est compromis. Et je crois que même l'opposition est d'accord pour dire que nous avons fait des efforts conséquents depuis 2016 pour combler ce gap. Il n'y a presque plus. Je dirais que si ça existe encore, franchement, c'est anecdotique. Les salles de classe où en début d'année, vous n'avez pas d'enseignants par rapport à l'ensemble. Et quand justement on a amorcé cette politique de recours aux AME, beaucoup avaient critiqué cela en ne voyant pas la dimension de faire en sorte que dans chaque classe, il y ait un enseignant. Ça, c'est un acquis. Le reste, et j'entends bien le secrétaire général de la COSI, il a raison parce que c'est les préoccupations du gouvernement. Rappelez-vous, M. COSI et M. Chadari, c'est le gouvernement lui-même qui avait annoncé que oui, il allait prendre en compte la première vague d'AME totalement à l'issue de la 3e année de service. Ça veut dire, tout à fait, mais ça veut dire qu'il y a une volonté qui est en place. Et après, si la réalité nous impose de procéder autrement, le sens de responsabilité voudrait aussi, comme ça a été dit au Parlement, que cela s'explique et que maintenant, avec rigueur, ce qui a été planifié se fasse. Mais je voudrais dire, et M. Sounoubou, de façon plus générale sur l'offre sociale. Oui, vous avez vu, le chef de l'État, il était plutôt honnête, réaliste, parce que c'est lui qui dit oui, certes on a revalorisé les salaires des travailleurs dans des proportions historiques, mais ça n'a pas eu l'effet d'améliorer le pouvoir d'achat, même si ça a aidé à le maintenir, compte tenu de la situation, la conjoncture mondiale. C'est encore le même chef de l'État qui a reconnu que sur l'eau, sur l'électricité, il y a des difficultés, malgré les gros investissements. C'est encore lui qui reconnaît qu'à l'intérieur de notre pays, sur les pistes rurales, en dépit des efforts que nous faisons, il y a encore des insatisfactions. Donc, je vois quelqu'un de réaliste et d'honnête qui reconnaît les situations telles qu'elles sont et qui donc ne nie pas les difficultés que les populations rencontrent au quotidien, mais qui par contre, à la différence d'autres, ne fait pas de saupoudrage, attaque les problèmes, le cœur à l'ouvrage, parce qu'il veut apporter des solutions durables. Et cela dit, j'ai entendu sur la NIP, oui, il y a des points d'amélioration, c'est certain. Nous sommes unanimes là-dessus. Il y a des Béninois qui ont souffert de cette situation, mais votre mot, ANAC, il est trop fort. Maintenant, vous avez parlé du casier judiciaire et vous estimez que, quoique la dématérialisation vous facilite la vie, elle semble vous solliciter un peu plus les poches. J'ai de la chance parce que... Non. Le député de Tchaourou a évoqué... Non, parce que je vais donner l'exemple sur Tchaourou. Vous avez donné l'exemple du casier judiciaire. J'en parle à juste titre. D'accord. À juste titre parce que je suppose, il y a de fortes chances que vous soyez né à Tchaourou. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Mais si vous étiez né à Tchaourou et que hier vous deviez prendre votre casier judiciaire vivant à Cotonou, qu'est-ce que vous auriez fait? Si vous n'allez pas là-bas en profitant d'un week-end ou d'un séjour, vous allez demander à un parent, prends-moi mon casier judiciaire, vous allez mettre dans un taxi et payer les frais, ou bien vous allez vous-même payer quelqu'un pour l'aller-retour. Si vous faites le point de tout ça hier, vous aurez dépensé banalement 10 000 francs. Aujourd'hui, vous allez dépenser peut-être en étant à Cotonou, même si vous trouvez ça cher, vous allez dépenser peut-être 2 000 francs. Et en un clic, en quelques jours, quelques heures, au mieux, vous avez votre casier judiciaire. Donc, acceptez aussi qu'il y ait une contribution que l'on vous demande. Aujourd'hui, si vous restez dans votre chambre et que vous payez votre facture d'eau et d'électricité, vous ne payez pas les émissions. Vous n'allez pas griller 1 litre de carburant si vous prenez votre voiture. Ou si vous envoyez votre enfant, vous n'allez pas payer de frais de déplacement. Et pourtant, vous allez payer votre facture en ligne sans frais, s'il vous plaît, sans frais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investissements... non, c'est la réalité aussi. Vous ne voulez pas qu'on dise ça. Quand vous dites ce qui ne vous... Quand vous dites ce qui n'est pas bon pour vous, vous ne voulez pas qu'on dise ce qui marche bien. Monsieur le porte-parole du gouvernement, en fait, il n'a pas remis en cause... Il faut qu'il accepte, c'est juste la difficulté. Il faut qu'il accepte que globalement, grâce à la numérisation, grâce à la digitalisation, nous facilitons de plus en plus la vie à nos concitoyens. C'est vouloir réduire le tout au point d'insatisfaction qui n'est pas honnête. Oui, je crois que de sa part, il n'a pas procédé ainsi. Et non, c'était ça, de dire que la vérité. Il fait abstraction de tout ce qui marche. Non, il n'a pas dit. Non, il n'a pas dit. Bon, c'est heureux.
on a grillé les dernières secondes, on a accédé même parce qu'il fallait donner le temps pour analyser en profondeur les grandes séquences du discours, du message sur l'état de la nation au plan économique, l'offre économique, l'offre politique et l'offre sociale. Sur quoi vous voudrez finir par rapport au ressenti global de l'état de la nation tel que le chef de l'État l'a présenté? Fierté d'être béninois, comme il le dit. Je fais un tour de table, je commence par l'acteur social. Non, l'acteur social. Non, je dois dire que quelque part, il y a des efforts qui sont faits. Quand on regarde un peu sur le plan, regarder nos villes, il y a des efforts. On se déplace un peu mieux avec n'est-ce pas, nos voitures, il y a moins de pannes. C'est l'état d'esprit que je sollicite. Oui. Qui est fait, il faut apprécier. Il y a aussi, n'est-ce pas, tout ce qui est fait sur le plan social, que j'ai tout à l'heure souligné. Je dois dire quelque part, quand vous regardez, vous avez de l'espoir. Les gens qui viennent dans notre pays voient. Vous avez de l'espoir. Ils nous disent vraiment, on est fiers, le Bénin a changé. Le Bénin a changé, ça il faut le reconnaître. Le Bénin a changé, mais à eux, je dis oui, c'est vrai, le Bénin a changé. Mais on souffre encore dans nos poches. On souffre, la vie est pénible pour nous. La question, c'est pour l'avenir. Voilà. Donc il faut travailler surtout à ce niveau-là pour qu'on ait moins de problèmes. Le carburant est très cher pour nous. Aujourd'hui, l'électricité coûte cher et tout ça. Il faut revoir un peu. Il y a des subventions qui sont faites, mais il faut en faire davantage pour nous réduire. Vous êtes un pessimiste actif? Non, je ne suis pas pessimiste. Je suis un optimiste. Par rapport. Je pense que ça va changer. Honorable Volokoubou, pessimiste actif ou optimiste malgré tout? Non, malgré tout optimiste. Oui, je crois en l'avenir, je suis très optimiste. Et surtout dans la perspective de prendre le pouvoir et voilà. Oui, je pense que si tout va bien en 2026, nous allons prendre ce pouvoir-là, ça ne va pas rater. Et je crois que... Bien. Non, je suis désolé, on va pas trop traîner, on a fini. Alors, j'ai... Sentiment général, en quelques petites secondes, s'il vous plaît. Oui, et j'ai eu deux problèmes avec ce discours du chef de l'État. Là où le chef de l'État a parlé de fierté, il est fier d'être béninois. Ça m'a posé un problème. Vous n'êtes pas fier d'être béninois? Je suis fier, mais je ne le concède pas au président. Ah, wow. Oui, je ne le concède pas. Si vous avez un apathride à la tête de l'État, ça ne va pas être intéressant pour le sort du pays. Non, c'est pas ça. Je vais permettre-moi de... Très bien, très vite, s'il vous plaît. Je dis un peu bien. Alors, ce n'est pas la première fois que je vois le président être fier de cette façon. Je l'ai vu en France, être fier d'être proche de la France. J'ai fait tout de suite le rapprochement. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui... il se pose un problème d'autodétermination de notre pays. J'ai l'impression que par rapport à une certaine gouvernance de notre pays, j'ai l'impression que nous perdons un peu dans notre autodétermination, dans notre fierté, dans le moi. Et c'est en ça que quand le président a dit que je suis fier, ça m'a posé un problème. Aujourd'hui, nous avons des secteurs clés de l'économie qui sont tenus par des expatriés. Ça me pose un problème. On ne peut pas le faire et dire qu'on est fier d'être béninois. Les autres béninois, les béninois qui sont là, qui cherchent du travail qu'ils ne trouvent pas. Et ce travail-là, on est prêt à le donner à d'autres personnes. Et là, pour moi, ça pose réellement un problème qu'on dise qu'on est fier pendant qu'on n'est pas capable de donner ce travail-là à ses semblables, aux Béninois. L'ASB, le port, c'est récent. Donc, en définitive, vous souhaitez que véritablement le destin de ce pays soit pris en main par ses professionnels. Globalement, on peut résumer ça. Merci beaucoup. Merci infiniment. Député Ordena Dati. C'est ce que nous essayons de faire, le sentiment de fierté, de grande fierté recouvrée, et tout le monde le sait. Interrogez nos enfants ici et ailleurs, ils vous diront de plus en plus on est fiers d'être béninois. On ne se cache plus quand on dit le Bénin et qu'on sort, on est fiers, ça s'affiche, c'est vrai. Il reste des choses à faire. Nous sommes dans un contexte mondial qui se dégrade. Vous êtes donc un optimiste résolu. Un optimiste, pas un optimiste béat. Parce que quand je vois ce qui se fait, les pas qui sont posés, ça me donne des raisons d'espérer pour demain. Et je voudrais que chacun se pose la question. Pour ceux qui ont quelques difficultés encore dans le pays, parce qu'il y en a. Bien sûr. Qu'aurions-nous été
s'il n'y avait pas cette gouvernance-là. Merci pour et nous ne nous posons pas souvent cette question. Qu'aurions-nous été dans le pays si nous n'avions pas cette gouvernance-là? Je ne dis pas que tout est fait, mais qu'aurions-nous été si nous n'avions pas cette gouvernance au sommet de l'État? Question à méditer, question du député ordinaire Ardati à méditer, porte-parole du gouvernement. Vous avez le privilège. Monsieur Sonogo, je vous remercie. Ouais, je disais tout à l'heure qu'il faut faire attention à ne pas avoir seulement une posture politicienne. Ça n'est pas bon pour ceux qui aspirent au pouvoir. Ça n'est pas bon. Lorsque j'ai entendu M. Ourokoubou commencer à dire qu'il y a des secteurs entiers de l'économie qui sont aux mains d'étrangers et les Béninois qui cherchent du travail, j'ai eu le sentiment que tous les secteurs dont il parle là, on a importé des étrangers, on les fait employer par les sociétés au Bénin et que les Béninois sont à la maison. À Golo-Djiboué, vous avez combien d'étrangers? Les étrangers investissent, d'accord. Mais c'est aussi ça, la tchatche diplomatique. Ils investissent, mais ce sont nos enfants qui travaillent là. Vous avez évoqué la SBE, vous avez évoqué le port. Pour dire, il y a combien d'étrangers dedans? On veut la meilleure gouvernance. Vous permettez? S'il vous plaît. On a fait le bilan. On a fait le bilan. Et vous savez très bien que le port de Cotonou se porte très bien aujourd'hui par rapport à 2015-2016. Vous le savez très bien, M. Ourokoubou. Vous le savez. Et vous le devinez. Si vous ne le savez pas, vous le devinez. Parce que, à défaut, on n'a pas entendu, monsieur le porte-parole, nous n'avons pas entendu. Parce que, M. Sonovo, c'est d'évidence. On veut faire ça pour que, dans quelques années, même quand les Béninois vont revenir à la gestion de ces entités-là, le moule de la bonne gouvernance, le moule du sérieux, se soit installé définitivement et que personne n'en sorte. Et je vais vous raconter une anecdote, si M. Sonovo le permet. Le jour où le chef de l'État a rencontré les acteurs portuaires pour leur expliquer qu'il voulait faire de la gestion déléguée parce qu'il voulait des résultats, et on a sorti un propos de conteste, il leur a dit: j'ai des partenaires politiques, j'ai des amis, j'ai des parents qui me demandent, nomme-moi DG Port. Comme entre 2006 et 2016, on a eu 10 DG-POR ou 9 DG-POR en 10 ans, donc moyenne 1 an, aucun résultat. Il leur a dit: quel port vous avez déjà géré dans le monde? Avec quel résultat? Pour m'encourager à vous nommer. Suivez bien. Et quand ils insistaient, c'est là qu'il leur a dit: mais est-ce que vous savez où se trouvent vos intérêts? Je vous dis que les gens me demandent, je ne veux pas faire ça. Mais à supposer que je nomme quelqu'un comme ça et qu'il vienne faire n'importe quoi, il gère mal, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Vous allez en souffrir et vous ne pouvez rien me faire. Ça, c'est le contexte. Et puis, à la fin, moi, j'étais dans la salle. J'ai vu autour de la table des gens, et on peut se dire la vérité. Hein. Il y en a, s'il n'avait pas eu des parents qui, à l'époque, ont été ministres des TP, ils n'auraient pas été au port. Et l'un d'entre eux a dit au chef de l'État: Monsieur le Président, ceux que vous allez faire venir là, vous savez, peut-être qu'on a fait les mêmes écoles. Peut-être que nous étions premiers, ils étaient derniers. Et j'ai fait observer à l'un à la fin. J'ai dit: vous savez la différence entre vous et celui qui peut-être était le dernier? Il a dit non. J'ai dit: le blanc qui aurait été dernier là, chez lui, il y a des règles. Si on le nomme DG Port, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais vous avez beau avoir été premier, si vous nommez DG Port, la première des choses, vous allez chercher les gens de votre village, de votre commune et les amener, même si le port n'a pas besoin de ça, et comme ça, vous grevez le budget du port. Conséquence, la mauvaise gestion va faire que ça va tomber. Et je finirai en disant, je finirai en disant que, oui, s'il vous plaît. Ce qu'il faut retenir globalement, effectivement, c'est ce sentiment de fierté, mais aussi d'altruisme de la part du chef de l'État, je dirais de bon sens, qui partage avec l'ensemble des Béninois les lauriers que nous récoltons. Et il a cité, hein, tout le monde a été servi. Diaspora, société civile, Béninois, toutes tendances confondues, donc opposition aussi, vous avez été associés. Oui, ils ont le mérite de challenger le gouvernement. Au résultat, vous avez le mérite de challenger le gouvernement à faire mieux. Le chef de l'État dit bien que ce sont nos efforts collectifs qui nous permettent de faire ça. Et maintenant, quand vous dites, et ça, je prends ça pour une injure, sérieusement. Parce que si vous n'avez pas été capable de comprendre qu'un chef d'État en déplacement à l'étranger trouve les mots pour convaincre ses partenaires, ses vis-à-vis, les investisseurs, qu'ils leur disent: je me sens proche de vous parce que lui, il a envie de gagner. Comme quand vous allez sur le terrain de football, ou bien vous allez tchatcher et celle qui fait battre votre cœur, alors que vous êtes nombreux, vous employez les bons mots pour gagner la partie. Donc, que le chef d'État sensibilise les gens à venir chez lui, ne lui ôte aucune fierté de Benoît. Au contraire, je finirai là-dessus, M. Sonovo. Ce que fait le président Patrice Talon depuis 2016, le président a dit que le Bénin a un désert de compétences aussi. Comme il a dit
comme. S'il vous plaît, en fait, sur la fin... Vous ressassez les vieilles querelles inutiles. Non, ce ne sont pas des... Non, c'est vous qui avez commencé. C'est passé. Non. Ça, c'est passé. Je vais devoir rendre l'antenne. Celui qui a pu dire ça hier, aujourd'hui vous disent qu'il est fier et qu'il nous appelle tous à la fierté. C'est le fin mot de l'histoire. Si vous désormais commencer à bien faire, c'est une bonne histoire. On va faire quelque chose. On va essayer. Vous savez, le temps de la télé, c'est un temps limité aussi. Quand on est en responsabilité, il faut avoir aussi le souci du temps. Et ce n'est pas au porte-parole que je vais l'enseigner. Parce qu'il est taclé par un dirigeant. Voilà. Tout à fait. Non, c'est sur cette boutade que malheureusement on va devoir. C'est vrai, c'est des sujets passionnants et passionnels. C'est comme ça quand il s'agit du développement d'un pays. Le chef de l'État l'a dit, de chaque camp qu'on est, on n'a pas la même vision de la marche du pays, mais l'essentiel c'est qu'on garde à l'esprit qu'il faut tirer le pays vers le haut. Et c'est ce qui nous réunit ici. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci.